propose de nous intéresser à Marcel Proust et la psychanalyse. Alors, en apparence, il n'y a pas tellement de lien, enfin, si on croit la documentation analytique qui existe. Donc, j'ai intitulé mon intervention « Proust et le temps retrouvé, un modèle de praxis psychanalytique qui s'ignore, point d'interrogation ». Alors, ce qui m'a toujours frappé, moi, à la lecture des œuvres respectives de Lacan et de Freud, d'abord, pour ne parler que des deux sommes psychanalytiques les plus connues, les plus abondantes, c'est la carence relative, mais finalement assez marquée, de référence à l'œuvre de Marcel Proust, tandis que, et par son style, et par l'extrême richesse et diversité des sujets que la recherche du temps perdu traite et fouille de fond en comble, cette dernière constitue un terrain et un terreau multi-occurancé du procédé analytique et du balayage d'un grand nombre de ses signifiants. Ceci est d'autant plus étrange, me semble-t-il, que Freud, comme Lacan, se situe au carrefour temporel exact qui aurait permis et encouragé la prise en charge d'une telle œuvre. À la recherche du temps perdu, parce que Freud, de par sa naissance en 1856, je le rappelle, ne se situe qu'une génération à peine à rebours de celle de Proust, né pour sa part en 1871, et parce que, en dépit de la barrière supposée de la langue, l'aura de Proust lui confère une diffusion internationale. On m'entend bien, c'est bon? Une diffusion internationale dès les années de parution des deux premiers tomes de son œuvre magistrale, c'est-à-dire en 1913 pour du côté de chez Swann, et en 1919 parce qu'il y a eu la parenthèse de la guerre et il n'y a pas eu de parution pendant la guerre. En 1919 pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui obtient au passage le prix Goncourt. Et parce que, en tout état de cause, le succès de la recherche du temps perdu est retentissante dès les années 20, même si Proust meurt le 18 novembre 1922, la publication des 4 premiers tomes, c'est-à-dire du côté de chez soi, La l'ombre des jeunes filles en fleurs, Le Codex Guermantes, Sodome et Gomorrhe, ont été publiés de son vivant. Les 3 derniers, La prisonnière, Albertine disparue, j'ai mis entre parenthèses La fugitive parce que c'était le titre que voulait donner Proust à son 6e tome, mais il n'a pas pu parce que le titre était déjà pris. Et Le temps retrouvé, titre qu'il ne voulait pas donner aussi non plus, je ne sais plus pour quelle raison. Moi je trouve que c'est le plus beau titre de la littérature, enfin lui il ne voulait pas ce titre-là à l'origine, Le temps retrouvé. Et en tout cas, donc, les 3 derniers ont été publiés, Le temps retrouvé, en 1928, donc 6 ans après sa mort. Quoi qu'il en soit, le succès de la recherche est retentissant dès les années 20, et Freud, c'est surprenant, toujours aux aguets des œuvres littéraires du passé, comme de celles qui lui étaient contemporaines, comme celles de Thomas Mann ou de Arthur Schnitzler, par exemple, pour ne citer que, ou on pourrait citer Stefan Zweig aussi et beaucoup d'autres, ne peut pas ne pas avoir eu connaissance de celle de Marcel Proust dès cette époque. Quant à Lacan, il a, pourrait-on oser, encore moins d'excuses parce que né en 1901, c'est-à-dire 30 ans exactement après Marcel Proust, il ne peut pas non plus ne pas avoir eu connaissance dès le moment de sa parution, même s'il n'était naturellement ni psychiatre ni psychanalyste encore, de l'œuvre de Proust. Alors cette lacune est d'autant plus étonnante lorsqu'on connaît le côté protéiforme, peut-être encore plus marqué que chez Freud, de l'extraordinaire curiosité de Lacan, qui le conduit dans ses écrits et surtout dans ses séminaires à ne jamais cesser de se référer et de mettre à l'honneur des auteurs du passé. On pense évidemment à Platon avec le banquet sur le transfert, il y a Shakespeare, ici ou là il y a Claudel, il y aura Joyce avec le séminaire sur le symptôme. Et pourtant,
Toutefois, que ce soit chez Freud ou plus tard chez Lacan, la référence à Proust est sinon complètement absente sans doute, du moins bien peu abondante au regard de cette œuvre qui la place au tout premier plan dans l'importance des œuvres littéraires du XXe siècle. Un aiguillon semble cependant nous mettre sur la voie. Lacan, quand même, il a vécu 80 ans, n'a pas malgré tout eu le temps de tout voir, de tout passer en revue, et ce n'est que sur le tard, on vient d'en parler un instant, ce n'est que sur le tard que, par exemple, en 1975 ou 1976, je ne sais plus exactement, qu'il a découvert, au sens analytique, parce qu'évidemment il l'a sans doute lu avant, mais qu'il a découvert l'œuvre de Joyce pour en faire un séminaire qui s'est appelé Le Symptôme. Gageons donc fortement que si Lacan disposait de davantage d'années, il se fût sans doute attaqué à la forteresse Proust. Quoi qu'il en soit, dans la réalité, le fait n'ayant pas eu lieu, et si on accepte cette définition très simpliste du réel lacanien comme étant ce qui est demeuré hors du champ de la symbolisation, force est de dire que Proust et son œuvre majeure, La recherche du temps perdu, sont bel et bien passés pour Lacan comme pour Freud avant lui, dans cette entité d'un étrange abandon et hors de l'espace d'un traitement laborieux, le fameux réel. Alors, naturellement, ici et là, beaucoup d'analystes ont agrémenté leur discours comme leur cartel, et incomparablement mieux que je ne pourrais le faire aujourd'hui, même en me référant à d'autres études et prises en charge des travaux de Proust, mais on n'en reste pas moins sur l'arrière-goût tenace que cette recherche du temps perdu demeure la mal aimée, et peut-être la plus mal aimée de celle d'une investigation psychanalytique majeure et massive. Bien entendu, il n'est aucunement dans notre intention de prétendre réparer sur le fond cette carence apparente. Nous n'en possédons ni les éléments suffisants ni la compétence adéquate. Ce que, en revanche, nous nous proposons modestement moins d'établir que de relayer, et de faire appel à un texte situé en dehors des clous des différentes chapelles analytiques pour tenter de montrer la congruence souterraine évidente qui de part en part situe l'ensemble des thèmes de la recherche du temps perdu de Proust dans le champ évident et incontournable de l'inconscient, et dans une analyse qui, pour être au plus près des textes, et pour ne parler que de Freud, devrait ressortir à la fois de l'interprétation des rêves et peut-être plus encore de la psychopathologie de la vie quotidienne. Et pour ce faire, force est de constater cette fois-ci, au contraire, que les ouvrages universitaires ou situés dans leur orbite immédiate et consacrés à la recherche manquent si peu qu'ils ont depuis fort longtemps décuplé par la somme de leurs exégèses la densité purement physique de l'œuvre de Proust, pourtant déjà considérable, et que devant une telle abondance, il a donc fallu, ici, établir un choix, sans doute nécessairement arbitraire et contestable, comme n'importe quelle opinion et prise de position, mais où la nôtre a finalement porté sans hésitation majeure sur un petit livre, petit en nombre de pages, mais d'une extraordinaire densité, du célèbre philosophe Gilles Deleuze, qui est né en 1925 et qui est mort en 1995, petit livre écrit dès le début des années 60 et intitulé « Proust et les signes », pour tenter de planter quelques piquets propres à ouvrir, selon nous, sous un angle passionnant, l'algorithme de la psychanalyse proprement dite et la parier à celle de l'étude de la recherche du temps perdu. Et après lecture, nous ne serons pas déçus, car ce sont sous des aspects multiples, rigoureux et assez exhaustifs que la recherche du temps perdu nous est rendue, en même temps qu'elle est détaillée et même disséquée ici. Mais principalement pour une question de temps, nous a-t-il fallu nettement privilégier, au sein même de ce texte-là, certaines grilles de lecture et de travail au détriment d'autres pourtant tout aussi riches, et ce sera peut-être alors l'enthousiasme de l'auditeur de devenir à son tour lecteur ou relecteur de l'œuvre de Deleuze et surtout de celle de Proust, bien entendu. Ceci étant rappelé, nous nous proposons à présent d'aborder l'œuvre de Proust, et ce au travers du prisme de celle de Deleuze, au travers de deux axes de travail que je voulais noter au tableau, mais enfin on m'a dit qu'on ne voyait pas, donc je m'en suis passé, au travers de deux axes de travail à la fois successifs et simultanés. Voilà. Successifs, car comprenant dans une première partie l'étude de ce que l'on nommera les signes infra-artistiques et que l'on déclinera en trois catégories gagnant en précision au fur et à mesure
Premièrement, les signes mondains. Deuxièmement, les signes amoureux. Troisièmement, les signes sensibles. Une première partie, donc. Pour nous intéresser dans une seconde partie exclusivement à ces signes qui expliquent tous les autres et dont ils procèdent par généralisation ascendante et qu'ils expliquent par un même mouvement mais en sens inverse les signes de l'art. Donc, études successives, études simultanées, parce que nous nous proposerons en même temps que l'étude des signes chez Proust de renforcer cette ascension logique en croisant cette analyse des signes dans la recherche du temps perdu avec une lecture dans la même œuvre, bien sûr, des lignes du temps qui ne peuvent point en être dissociées. Ceci découlera naturellement des catégories du temps, des catégories des signes proustiens et les lignes du temps qui sont utilisées, puis qu'on a systématisées. Alors, au niveau des lignes du temps, il y a le temps qu'on perd dans l'œuvre de Proust, il y a le temps perdu, qui n'est pas le même, il y a le temps qu'on retrouve, et enfin il y a le temps retrouvé, qui titre le dernier volume, qui n'est pas le même non plus. Et ces quatre catégories de lignes du temps croisent les quatre catégories de signes mondains, les signes de l'amour, les signes sensibles et les signes artistiques dans l'œuvre de Proust. Mais avant de nous proposer de développer tout ça, et dans le but de rendre tout à fait clair, essayer de le faire, cet exposé, j'ai tenté de recenser quelques-uns des termes employés par Deleuze, qui le sont très souvent, et qui, bien sûr, s'ils sont connus, ne seraient pas forcément facilement repérables dans l'instantané de l'écoute. Donc, je me propose d'en faire une lecture assez rapide, peut-être un peu fastidieuse, mais en guise de préambule, pour gagner ultérieurement en fluidité et en compréhension. Alors, qu'est-ce qu'un signe? Eh bien, au sens philosophique, le signe est tout élément matériel qui renvoie à une réalité distincte de lui. Ou pour le dire à peine différemment, le signe se caractérise par cette fonction de renvoyer hors de lui à quelque chose qu'il médiatise. On peut encore l'énoncer d'une dernière manière en notant que le signe est une chose, un phénomène perceptible ou observable qui indique la probabilité de l'existence ou de la vérité d'une chose, qui la manifeste, la démontre ou permet de la prévoir. Au sens linguistique, c'est un élément fondamental du langage composé d'un signifiant, suite de sons ou de gestes, et d'un signifié ou concept qui lui donne sens, définition saussurienne, et dont l'un renvoie à l'autre, et dont Lacan, bien sûr, on le sait ici, inversera l'algorithme, mais tel n'est pas ici notre propos. Contentons-nous de rappeler seulement ici que l'opération par laquelle l'animal se met magiquement à distance de lui-même pour devenir conscience est le langage. Le langage interpose le signe entre la conscience et son objet, de telle sorte que celui-ci existe comme une signification. Grâce au signe, la conscience et son objet, grâce au signe, la conscience dispose de la chose en dehors de sa présence sensible et peut viser des significations débordant largement l'ordre du visible. Car les signes ne désignent pas seulement des choses de ce monde, ils ouvrent sur l'invisible, le monde des idées, des valeurs, des relations, n'ayant pas d'autre support matériel que les signes, mais constituant l'horizon de notre humanité. Définition assez longue, les autres sont plus courtes. Qu'est-ce que le sens qu'emploie Gilles Deleuze? Les philosophes entendent par sens la destination des êtres humains et de leur histoire, la raison d'être de leur existence et de leurs actions, le principe conférant à la vie humaine sa valeur. Autrement dit, le sens, c'est la signification qu'a une chose pour une personne et constitue sa justification. Alors, il est intéressant, suite à ces deux précédentes définitions, de définir le signe et le sens. Interroger à présent le rapport entre le signe et le sens, c'est poser un problème qui n'a guère été formulé avant le XVIIe siècle par Condillac. C'est demander quel lien nos idées et nos pensées entretiennent avec les mots de notre langage et en général avec les moyens d'expression qui ont une certaine parenté avec les mots. Il s'agit donc de mettre en relation la sphère de la pensée et la sphère du langage et de l'expression. Il y en a qui sont d'accord dehors. Autre définition, l'idée. Qu'est-ce que l'idée au sens philosophique? L'idée est un concept fondamental en philosophie. Au sens contemporain, une idée est une représentation mentale,
En ce sens, on peut parler d'un monde intelligible formé par les idées. Dans le texte, Platon parle de lieu intelligible, car dans la perspective grecque, le monde, ou cosmos, est un tout unique. En revanche, selon Platon toujours, les idées ne sont pas dépendantes de celui qui les pense. Elles désignent au contraire ce qui dans la réalité est le plus réel, c'est-à-dire l'essence des choses. Et ça c'est très important parce que Proust va revenir assez fortement à cette idée. 3 toutes petites définitions pour finir. L'essence, c'est tout simplement ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, ce sans quoi elle ne peut ni être conçue. Rappel de la définition du concept que tout le monde connaît, mais c'est une idée générale, représentation abstraite d'un objet ou d'un ensemble d'objets ayant des caractères communs. Et pour finir, du signifiant au sens lacanien que tout le monde connaît aussi, mais cette définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire de chez Mama, je la trouve particulièrement claire. Élément du discours repérable au niveau conscient et inconscient, qui représente le sujet et le détermine. Voilà donc pour ces quelques définitions qui, j'espère, vont éclairer la suite du propos. Donc, première partie, les différentes modalités du signe infra-artistique dans la recherche du temps perdu et de leur analyse croisée avec la lecture des lignes du temps. Il existe donc chez Proust 3 grandes modélisations prototypiques du signe au caractère infra-artistique, lesquelles sont successivement par ordre d'implication avec le sens et propres à s'approcher de l'essence, d'abord les signes mondains, ensuite les signes de l'amour, et enfin les signes sensibles, situés presque en transition des signes de l'art, tout en restant par le fait qu'ils demeurent pour moitié engainés dans l'objet et aussi dans le sujet qui les traite, dans la catégorie des signes infra-artistiques. Tous ces signes se croisent, on vient de le dire, avec la catégorisation des lignes du temps. Nous avons tort de croire à la vérité au sens objectif et matériel, et même au sens subjectif d'une certaine manière, car il n'y a que des interprétations. Le signe est un sens toujours équivoque, implicite et impliqué, nous révèle Gilles Deleuze à propos de l'œuvre de Proust. Nous ne sommes ni physiciens ni métaphysiciens, nous devons être égyptologues. Joli premier lien au passage entre la recherche de Proust et la personne de Freud qui lui-même s'intéressait, tout le monde le sait, au caractère psychanalytique de l'égyptologie. Car il n'y a pas de loi mécanique entre les choses, ni de communication volontaire entre les esprits, tout est impliqué et tout est compliqué. On reviendra par la suite sur cette phrase un peu sibylline et on la développera. Deleuze s'approche encore de Freud et de Lacan quand il ajoute que tout symptôme est une parole. Mais d'abord, toutes les paroles sont des symptômes. On inverse une nouvelle fois l'algorithme. On ne s'étonnera pas que l'hystérique fasse parler son corps, ajoute-t-il même de surcroît. Car ce dernier, l'hystérique, qui n'est pas forcément une femme, retrouve un langage premier, le vrai langage des symboles et des hiéroglyphes. Son corps est une Égypte. Peut-on déjà trouver mieux que dans ses propos liminaires le parallèle évident entre la recherche du temps perdu et le corpus, bien nommé, analytique. Première partie, les signes mondains et le temps qu'on perd. Le premier monde de la recherche est donc celui de la mondanité. Il n'y a pas de milieu comme celui-ci qui émette et concentre autant de signes dans des espaces aussi réduits et à une vitesse aussi grande. Ces signes eux-mêmes ne sont pas homogènes. À un moment, ils se différencient, non seulement d'après les classes, mais d'après les familles d'esprit encore plus profondes. D'un moment à l'autre aussi, ils évoluent, se figent et font place à d'autres signes. Si bien que la tâche de l'apprenti dans la recherche, celle du narrateur, est de comprendre pourquoi quelqu'un est reçu dans le monde, pourquoi quelqu'un, au contraire, cesse de l'être. À quels signes obéissent les mondes, quels en sont les législateurs et les grands prêtres. Ce que l'on peut dire, et c'est fondamental, c'est que le signe mondain apparaît comme ayant remplacé tout bonnement une action ou une pensée. C'est la vérité fondamentale de ce signe.
Il tient lieu d'action et de pensée. C'est donc un signe qui ne renvoie pas à quelque chose d'autre. Qui ne renvoie pas à une signification transcendante ou à un contenu idéal ou même réellement concret, mais qui a usurpé la valeur supposée de son sens. C'est pourquoi la mondanité, jugée du point de vue des actions, apparaît comme décevante et cruelle, et du point de vue de la pensée, apparaît stupide. La mondanité, c'est on ne pense pas et on n'agit pas, mais on fait signe. Le signe mondain ne renvoie pas à quelque chose, il en tient lieu, il prétend valoir pour son sens, d'où à la fois son aspect stéréotypé et sa vacuité. Mais cette même vacuité qui lui confère une sorte de perfection rituelle que seules possèdent les choses inertes ou mortes. Le signe mondain n'en nécessite pas moins une dextérité certaine et il fait échouer en son sein ceux qui se présentent comme des éminences de savoir dans d'autres aspects de leur personnalité. Par exemple, pour ceux qui ont lu La Recherche ou qui s'en souviennent, il y a ce personnage secondaire, mais tout de même important, qui est celui du docteur Cottard, qui est un grand clinicien, on dirait aujourd'hui, et extrêmement compétent, mais qui, dans les salons, lorsqu'il essaye de manipuler les signes mondains, est tout à fait nul et tout à fait ridicule et n'est pas capable de s'y faire. Le signe mondain, donc, tout vide qu'il fût, n'en est pas moins d'un apprentissage et d'un exercice difficile. Et un homme peut être habile à déchiffrer les signes d'un autre domaine, mais demeurer idiot dans celui-là. Les signes mondains sont les seuls signes à rebours des trois autres catégories de signes qui n'ont pas d'essence, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec la vérité, puisque cette vérité n'existe pas et ne peut pas exister intrinsèquement. Qu'elle n'est que la faconde d'un moment, une induction, une déduction, la reproduction d'un modèle, ou plus généralement, on dirait aujourd'hui, d'une mode. Le signe de la mondanité fait bien évidemment couple privilégié avec la ligne du temps qui est à cheval sur celle du temps que l'on perd et sur celle du temps perdu, pour des raisons évidentes. Mais elle reste toutefois préférentiellement à parier à la ligne du temps qu'on perd, pour la raison évidente que l'on perd son temps à une telle activité et que, secondairement, ce temps concret que l'on perd peut ensuite être classé dans la catégorie plus globale, mais déjà moins marquée, du temps perdu. Vide, bêtise et oubli, c'est la trinité des concepts, mais aussi des signifiants du groupe mondain. Mais la mondanité gagne une vitesse, une mobilité dans l'émission des signes, une perfection dans le formalisme, une généralité dans le sens, toutes choses qui en font un milieu nécessaire de l'apprentissage. À mesure que l'essence, c'est-à-dire réunion du signe avec le sens, rappelons-le, s'incarne de plus en plus lâchement, les signes mondains prennent une puissance comique. Ils provoquent en nous une sorte d'exaltation nerveuse de plus en plus extérieure. Ils excitent l'intelligence pour y être interprétés. Car rien ne donne plus à penser que ce qui se passe dans la tête d'un sot. En effet, ceux qui sont comme des perroquets dans un groupe sont aussi des oiseaux prophètes, et leur bavardage signale la présence d'une loi, terme très important, une loi provisoire, plus ou moins molle, mais actuelle, et qu'il convient de déchiffrer. Et si les groupes donnent encore une matière à l'interprétation, c'est qu'ils ont des affinités cachées, au contenu proprement inconscient. On rejoint encore une fois la psychanalyse. Car dans la recherche du temps perdu, globalement, si on schématise un peu à l'extrême, il y a le groupe des mondains et le groupe des aristocrates, le groupe de la duchesse de Guermantes, le groupe des Verdurins. Et si chaque catégorie sociale dispose de ses propres codes, en principe étanches à ceux d'autrui, il arrive cependant que pour des raisons aussi vaines qui les avaient fait précédemment les réfuter, l'on marche maintenant sur leur plate-bande et les adopte, car la loi du langage est qu'on s'exprime toujours comme les gens de sa classe mentale et non comme les gens de sa classe d'origine. De cette manière, les signes mondains, signes les plus pauvres, frivoles par excellence, ont tout à voir, tant avec une vacuité
qu'avec un temps perdu, ou surtout un temps qu'on perd, modélisation à son tour la plus pauvre dans la catégorisation des lignes du temps, comme dans ceux des signes. Mais il n'y en a pas moins une vérité dans ce temps qu'on perd, par le biais de l'apprentissage qu'on y mène à percer son fonctionnement et peut-être même à forcer son perfectionnement. Il existe ainsi une ivresse à se frotter et puis à se jouer à cette catégorie entièrement vide, ivresse, quand on lit La recherche du temps perdu, dont on voit bien qu'elle est celle du narrateur. Car cette vérité du temps qu'on perd, c'est cette vérité du temps qu'on perd qui nous permet d'accéder au temps suivant et nous fait glisser parallèlement vers d'autres types de signes. Tels sont donc les enseignements princeps des signes mondains. Il est très facile de les illustrer directement à la lecture du texte de Proust. Ces signes mondains sont d'abord ceux des salons, ou l'exemple cité plus haut du docteur Cottard, mais c'est également le fait du narrateur, bien sûr, qui tente de s'initier tout au long de ce labyrinthe et va de déception en déception devant l'inanité de ce milieu et de ce mode d'existence que personnifie notamment le duc de Guermantes. Mais c'est d'abord et avant tout le fait du baron de Charlus, personnage central de la recherche et frère du précédent, frère du duc de Guermantes, qui est le plus important de l'œuvre avec le narrateur et peut-être même à son côté, et qui est le champion, le baron de Charlus, qui est le champion toute catégorie de l'émission et de la réception des signes mondains. Dans un domaine commun, les mondes se cloisonnent. Les signes des Verdurins n'ont pas cours chez les Guermantes. Inversement, le style de Charles Swann ou les hiéroglyphes de Charlus ne passent pas chez les Verdurins. Deuxième catégorie de signes infra-artistiques dans la recherche du temps perdu, ce sont les signes amoureux, que j'ai intitulé « Les signes amoureux et le temps perdu ». Le second cercle de la recherche est donc celui de l'amour. Devenir amoureux, c'est individualiser quelqu'un par les signes qu'il porte ou qu'il émet. Il se peut que l'amitié se nourrisse d'observations et de conversations, précise Proust, mais l'amour naît et se nourrit d'interprétations silencieuses. L'être aimé apparaît comme un signe, une âme. Il exprime un monde possible, inconnu de nous. L'aimer implique, enveloppe, emprisonne un monde qu'il faut déchiffrer, c'est-à-dire interpréter. Et il s'agit même au final d'une pluralité de mondes. Car le pluralisme de l'amour ne concerne pas seulement la multiplicité des êtres aimés, mais aussi la multiplicité des âmes et des mondes en chacun d'eux. Ainsi, au fur et à mesure, le narrateur se rapproche-t-il de la joue d'Albertine Simonet pour l'embrasser. Au fur et à mesure qu'il se rapproche de cette joue pour l'embrasser, il se rend compte qu'elle devient de plus en plus multiple et insaisissable, car cette personne aimée en implique et en complique beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'Albertine. Plus il se rapproche de la joue, plus c'est comme une mouche qui verrait une infinité de mondes à sa distance. Aimer, c'est donc chercher à expliquer, à développer ces mondes inconnus qui restent enveloppés en l'être aimé. C'est pourquoi il nous est si facile, nous relate encore Proust, de tomber amoureux de femmes qui ne sont pas de notre monde, ni même de notre type. C'est pourquoi un être aimé est également aussi souvent amalgamé à un paysage, un décor et à un moment. Ainsi, Gilberte, la fille de Swann, qu'on voit au début de l'œuvre, du côté de chez Swann et le deuxième tome, est-elle associée et même identifiée à l'enfance du narrateur, pendant qu'Albertine, une jeune fille qu'il connaît plus tard dans l'œuvre, l'est au groupe de jeunes filles dont elle est issue, et à la plage de Balbec, qui est Cabourg en réalité, sur laquelle il la rencontre la première fois. Mais il y a une contradiction de l'amour, nous révèle Proust. Nous ne pouvons pas interpréter les signes d'un être aimé sans déboucher dans ces mondes qui ne nous ont pas attendus pour se former, qui se formèrent avec d'autres et où nous ne sommes d'abord qu'un objet parmi tous les autres. L'amant souhaite que l'aimé lui consacre ses préférences, mais les gestes de l'aimé, au moment même où il s'adresse à nous, expriment encore ce monde inconnu qui nous exclut. L'aimé nous donne des signes de préférence,
Mais comme ces signes sont les mêmes que ceux qui expriment des mondes dont nous ne faisons pas partie, chaque préférence dont nous profitons dessine l'image du monde où d'autres seraient ou sont peut-être préférés. Toute la gageure et la contradiction de l'amour consiste en ceci, que les moyens sur lesquels nous comptons pour nous préserver de la jalousie sont les mêmes moyens qui développent cette jalousie, lui donnant une espèce d'autonomie, d'excroissance par rapport à notre amour. Et la raison de tout ceci est qu'au fond, la jalousie est plus profonde que l'amour. C'est très important, ça chez Proust, parce que la jalousie contient la vérité. Pourquoi ? C'est parce que la jalousie va plus loin dans la saisie et l'interprétation des signes. Et à cet égard, les signes amoureux ne sont pas comme les signes mondains. Ce ne sont pas des signes vides, donnant lieu de pensée et d'action. Ils ne suscitent pas une exaltation nerveuse superficielle, mais au contraire, ils suscitent la souffrance d'un approfondissement. Les mensonges de l'aimé sont les hiéroglyphes de l'amour. Et l'interprète des signes amoureux est nécessairement l'interprète des mensonges. La seconde loi de l'amour proustien est que les amours hétérosexuels sont moins profondes que les amours homosexuels et trouvent leur vérité dans l'homosexualité. Ainsi, tous les signes mensongers émis par une femme aimée convergent vers un même monde secret, celui de Gomorrhe, tandis que le secret de l'amant, c'est celui de Sodome. C'est évidemment ce qui est traité beaucoup dans le 4e tome, le milieu du livre, Sodome et Gomorrhe. Une femme explique toutes les femmes et un homme implique tous les hommes. À l'infini de nos amours se trouve l'hermaphrodite originelle. Mais l'hermaphrodite n'a pas la capacité de se féconder elle-même. Loin de réunir les sexes, il les sépare. Et il est la source dont découlent les deux séries homosexuelles divergentes, nous dit encore Proust. C'est lui, l'hermaphrodite, qui possède la clé de la prédiction de Samson. Les deux sexes mourront chacun de leur côté. Alors, comment ici ne pas faire un aparté et ne pas rapprocher cette phrase du trop fameux aphorisme lacanien « Il n'y a pas de rapport sexuel ». La vérité est opaque et isolée, elle est seule pour chacun. Il n'y a pas de véritable lien possible entre les êtres humains. On ne sait pas davantage qui est l'autre avec lequel on a des liens intimes qu'on ne sait ce qu'on lui dit quand on lui parle. Pour Proust, le monde de l'amour, tout entier, va des signes révélateurs du mensonge aux signes cachés de Sodome et Gomorrhe, qui est du reste donc le titre du 4e tome. Mais de par la force de la jalousie, même inconsciente, le monde des signes de l'amour s'approche déjà plus près de la vérité et du sens en recherche d'une essence que le monde des signes mondains et leur vacuité. Car la jalousie est un aiguillon qui oblige l'amant, par la souffrance qu'elle engendre, à se diriger vers la vérité. Et ainsi, le signe que représente l'être aimé, que l'on pourrait ici rapprocher de l'objet en psychanalyse, s'incarne déjà un peu plus de l'essence, c'est-à-dire d'une vérité, par la proximité déjà plus grande, plus intriquée avec le sens. Redisons peut-être plus simplement que dans les signes mondains, le sens n'existe pas, tandis que dans les signes de l'amour, il possède un objet, même s'il est illusoire, c'est celui de l'aimer. Cette jalousie constitue donc une sorte d'au-delà du principe de plaisir, encore un lien avec la psychanalyse, et cet au-delà du principe de plaisir se réfracte ou se diffracte encore dans le fait que les signes de l'amour et de la jalousie portent en eux leur propre altération, car l'amour ne cesse pas de préparer sa propre disparition, de mimer sa rupture. Il est curseur permanent du temps et de l'objet qui s'auto-illusionne. Car s'il est bien vrai que nous répétons nos amours passés, notre amour actuel aussi répète le moment et la scansion de la rupture et anticipe sa propre fin du fait du caractère intrinsèquement et éternellement fuyant de ce sentiment. Et d'ailleurs, il revient à l'intelligence, chez Proust, de comprendre que si les signes les plus frivoles de la mondanité renvoient à des lois, comme nous l'avons dit, les signes les plus douloureux de l'amour renvoient, eux, à des répétitions et de ce fait à une forme de compulsion névrotique.
Ici, la première de nos croyances, nous dit Deleuze, est d'attribuer à l'objet les signes dont il est porteur. Comment ne pas songer ici aussi à cette formule de Lacan que l'on pourrait poser en parallèle: l'objet qui cause le désir n'est pas celui qui le satisfait. Chaque signe, en effet, a deux moitiés. Nous l'avons défini plus haut. Il désigne un objet en même temps qu'il signifie quelque chose de différent. Autrement dit, si nous reconnaissons les choses, en revanche, nous ne les connaissons pas. Et à l'approfondissement des rencontres dans la vie, nous préférons la facilité des recognitions. Nous nous contentons d'un hommage à l'objet, mais sans jamais pouvoir savoir, et bien souvent sans jamais vouloir savoir, et chercher qui il est. Mais c'est la tendance naturelle de l'intelligence qui a le goût de l'objectivité, comme la perception a le goût de l'objet. Et il faut beaucoup de temps pour comprendre que les raisons d'aimer ne résident jamais dans celui que l'on aime, mais renvoient à des fantômes, à des tiers, à des thèmes qui s'incarnent en lui d'après des lois complexes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les signes de l'amour diffèrent des lignes du temps qui étaient celles des signes mondains. Et si les signes mondains étaient davantage du temps que l'on perd, et dont on ne se souvient de guerre d'avatar, de séquences précises, les signes de l'amour introduisent pour leur part davantage la signature d'un temps perdu, cette fois-ci, irrémédiablement, et dont on se souvient douloureusement, qui se situe dans un passé et ne reviendra plus, pas même sous la forme de la reprise d'une même ritournelle. Troisième et dernière catégorie des signes infra-artistiques, les signes sensibles ou le temps qu'on retrouve. Le troisième monde des signes de la recherche est celui des impressions et des qualités sensibles. C'est bien entendu l'épisode de la petite Madeleine trempée dans la tasse de thé à la bergamote qui introduit quasiment dès le début du livre la phrase la plus célèbre et la plus célébrée de tout l'ouvrage. Pourtant, si elle constitue cette phrase une sorte de repère incontournable lorsque l'on parle de l'œuvre, dans la réalité, elle représente certes un moment important et institue un passage qui ne l'est pas moins, mais c'est au titre de jalon dans la révélation de la plénitude de l'œuvre d'art et de son corollaire sur la ligne du temps que sera le temps pur que nous verrons par la suite, à savoir le temps retrouvé. Pour l'heure, l'épisode de la Madeleine appartient donc encore à la troisième catégorie dans la marche ascendante vers l'apothéose des signes de l'art. Elle appartient aux signes sensibles. Mais la catégorie des signes sensibles se situe à une confluence essentielle dans la recherche du temps perdu. Par leur référence objective et subjective matérielle, la Madeleine est encore un objet, et ce qu'elle évoque et qu'elle fait ressusciter, Combray en l'espèce, appartient encore lui aussi au domaine matériel. Les signes sensibles restent encore largement tournés du côté des signes mondains et des signes d'amour, dans le sens d'une inadéquation imparfaite entre le signe et le sens qui se rejoindraient dans l'essence. Toutefois que par ailleurs, les signes sensibles opèrent déjà, bien plus que les deux signes précédemment décrits, vers un autre temps immatériel et pur, celui-ci, que l'on verra après, le temps retrouvé. En effet, les signes sensibles, et contrairement aux signes mondains et aux signes de l'amour, ont déjà une fenêtre assez largement ouverte sur la catégorie ascendante des signes de l'art. Car ces signes sensibles, qu'ils soient liés à la mémoire, volontaire et involontaire, ou plus encore directement à l'imagination, atteignent déjà à une forme de vérité, mais qui non seulement ne dure pas, ou plutôt ne dure que le temps d'une réminiscence extrêmement vivace. Dans l'exemple de la Madeleine, c'est Combray qui sort pour le narrateur de la tasse de thé, mais Combray ne dure qu'une fraction de seconde. Et malgré les efforts répétés du narrateur, décrits dans le livre, il est impossible pour lui de refaire surgir de nouveau Combray du fait de tremper la Madeleine dans la tasse de thé. Et surtout, dans bien des situations, la résolution finale d'une telle réminiscence se voit finalement être entraînée bien davantage vers le néant du temps perdu que vers l'éternité du temps retrouvé. Il y a l'exemple de la bottine de la grand-mère, mais je vais peut-être le donner plus tard, ce sera plus clair. Non, je vais plutôt le mettre maintenant, finalement. Il en est notamment ainsi dans le célèbre épisode de la bottine, dans lequel le narrateur,
plusieurs années après avoir perdu sa grand-mère qu'il adorait, est envahi tout à coup de la réminiscence de sa présence par le simple fait que, délaçant ses bottines au pied de son lit, cette action lui rapporte tout entière l'image de celle qui lui faisait ses lacets lorsqu'il était autrefois un enfant. Mais, malgré la quasi-fusion du signe et du sens dans cet instant fugace qui lui redonne sa grand-mère, lui donne enfin l'essence de sa grand-mère dans ce geste, ce qui, nous, au passage, nous rapproche du signifiant lacanien, cette illustration ne peut pas non plus qu'appartenir au temps que l'on retrouve et non au temps retrouvé, et qui plus est, rechuter très vite après l'éclair de cette présence vers le temps perdu. Et de fait, cette plénitude d'éternité, de retrouver la grand-mère dans la vision de la bottine, est très courte, et d'autant plus dramatique qu'elle se voit aussitôt ravagée et détruite par la pulsion et le retournement en son contraire, le néant, c'est-à-dire que le narrateur, en se souvenant de ça, se souvient finalement du temps perdu et de la grand-mère qui n'est plus. Néanmoins, par une sorte de jonction hybride, moitié dans la réalité, par ce qui prend en charge le souvenir, mais déjà dans la fusion éclair des deux objets qui concentrent l'un le signe et l'autre le sens, et ce, malgré la tristesse et son échec, au bout du compte, quelque chose prépare à la révélation du temps retrouvé, celui de l'œuvre d'art. C'est, dans le temps sensible, finalement le même type de schéma déjà que dans le temps retrouvé, mais c'est extrêmement fugace et on ne peut pas le retrouver. Car ici, en effet, nous nous situons sur la troisième ligne de ces lignes du temps proustien. Nous ne nous trouvons évidemment pas du tout dans le temps qu'on perd, et si nous nous trouvons encore dans le temps perdu, le souvenir final de la mort de la grand-mère du narrateur nous renvoie au temps perdu, et si, répétons-le, nous ne nous trouvons pas encore sur la ligne du temps retrouvé et de son assomption vers l'œuvre d'art, nous nous trouvons déjà majoritairement sur la ligne du temps qui précède immédiatement et prépare celle-ci, à savoir sur la ligne du temps qu'on retrouve. Ainsi, au niveau des signes sensibles, et pour le dire autrement, il arrive qu'une qualité sensible nous donne une joie étrange, en même temps qu'elle nous transmet une sorte d'impératif. Ainsi éprouvée, la qualité n'apparaît plus comme propriété de l'objet qui la possède actuellement, mais comme signe d'un tout autre objet que nous devons tenter de déchiffrer au prix d'un effort qui risque toujours d'échouer. Tout se passe comme si la qualité enveloppait, retenait captive l'âme d'un autre objet que celui qu'elle désigne nommément. Nous développons cette qualité, cette impression sensible, comme un petit papier japonais qui s'ouvrirait dans l'eau et libérerait la forme prisonnière, nous aiguille Marcel Proust. Et la chose se déroule en 3 temps. Il y a d'abord une joie prodigieuse, si bien que ces signes sont déjà différents des précédents par leurs effets immédiats. D'abord une joie prodigieuse. D'autre part, il y a une sorte d'obligation sentie, d'une nécessité d'un travail de la pensée. Chercher le sens du signe. Puis, enfin, en fin de compte, le sens nous apparaît, nous livrant l'objet caché. Combray pour la Madeleine, bon, comme exemple, ou les pavés de Venise pour un autre exemple du même genre. Mais il est douteux que l'interprétation s'en tienne là. Il reste à expliquer pourquoi, par la sollicitation de la Madeleine, Combray ne se contente pas de ressurgir tel qu'il a été présent, mais surgit absolument sous une forme qui ne fut jamais vécue dans son essence ou son éternité. Le concept d'éternité étant différent de celui d'immortalité. Oui. Proust, d'ailleurs, nous rappelle ici la philosophie de Leibniz et son idée de parfait, si sottement raillée en son temps par Voltaire dans Candide. Alors, pour quelle raison éprouvons-nous en pareille circonstance une joie si intense, si particulière, tandis que les qualités sensibles ou les impressions, même bien interprétées, ne sont encore en eux-mêmes des signes suffisants? C'est parce qu'ils ne sont plus cette fois des signes mondains, ne procurant une exaltation factice et vide, et ne sont plus des signes mensongers qui nous font souffrir comme ceux de l'amour, dont le vrai sens nous prépare une douleur toujours plus grande. Et que ce sont au contraire d'ores et déjà des signes de vérité
qui nous donnent immédiatement une joie extraordinaire, des signes pleins, affirmatifs, joyeux. Toutefois, comme ils restent néanmoins des signes matériels, comme on l'a dit, et par leur origine subjective, ils ne peuvent pas en quelque sorte accomplir leur mission jusqu'au bout. En effet, leur sens signifie qui Combray, qui les jeunes filles que le narrateur rencontre en groupe indifférencié sur la plage, qui Venise ou qui Balbec. Ce n'est pas seulement leur origine, c'est leur explication, c'est leur développement qui reste profondément matériel malgré tout. Nous sentons bien que Venise, par exemple, ne surgit pas comme le produit d'une association d'idées, mais en tant que telle. En somme, nous ne sommes plus très loin de la vérité, mais il reste une quatrième marche essentielle, qualitative à franchir, et c'est celle des signes de l'art qui font maintenant l'objet de notre seconde partie. Donc, seconde partie, les signes de l'art et le temps retrouvé. À la fin de la recherche du temps perdu, le narrateur comprend enfin ce qui lui avait échappé dans le cas de la Madeleine associée à Combray, et même dans celui des 2 rochers de Martainville, autre exemple. C'est-à-dire que le sens matériel n'est rien sans une essence idéale qu'il incarne. Et à cet égard, l'erreur fondamentale est de croire que les hiéroglyphes représentent seulement des objets matériels. Mais ce qui permet maintenant au narrateur d'aller plus loin, c'est qu'entre-temps, le problème de l'art s'est posé et a reçu une solution, essentiellement grâce aux 4 personnages de la recherche qui sont introduits par le narrateur, c'est-à-dire Bergotte, l'écrivain, Elstir, le peintre, Vinteuil, le compositeur, et la Berma, la tragédienne. Car le monde de l'art est le monde ultime des signes, et ces signes, en tant qu'ils sont dans l'art totalement dématérialisés, trouvent leur sens dans une essence idéale. Leurs signes subsument leur sens et viennent se blottir au plus près de la vérité. Dès lors, le monde de l'art réagit alors sur tous les autres, de façon inverse à leur progression initiale, et à commencer donc par celui des signes sensibles. Il les intègre, les colore d'un sens esthétique et pénètre ce qu'ils avaient encore d'opaque et de mystérieux. Alors, à ce moment précis, nous comprenons que les signes sensibles renvoyaient déjà à une essence idéale qu'ils incarnaient dans leur sens matériel, et que même plus bas, les signes amoureux et même les signes mondains participaient déjà à leur niveau respectif d'un apprentissage vers les signes de l'art. Mais sans l'art, nous n'aurions pu le comprendre et dépasser le niveau d'interprétation qui correspond à celui de la Madeleine. C'est pourquoi tous les signes convergent vers l'art, tous les apprentissages par les voies les plus diverses sont déjà des apprentissages inconscients de l'art en tant que tel. Quelle est donc la supériorité des signes de l'art sur tous les autres? C'est que tous les autres, à un niveau ou bien à un autre, sont matériels. Ils sont matériels d'abord par leur émission. Ils participent pour moitié de l'objet qui les porte. Les qualités sensibles des visages aimés sont encore des matières. Seuls les signes de l'art sont immatériels. Sans doute un morceau de musique s'échappant par exemple du piano et du violon peut-il être décomposé lui aussi matériellement. Mais il est dans ce cas comme chez Platon où 3 plus 2 n'explique rien. C'est-à-dire le piano n'est là que comme l'image spatiale d'un clavier d'une autre nature, les notes comme l'apparence sonore d'une entité toute spirituelle. Comme si les instrumentistes beaucoup moins jouaient la petite phrase qu'ils n'exécutaient les rites exigés d'elle pour qu'elle apparût. L'art transcende les matériaux qui servent à son élaboration pour en faire et en détacher à la fois une idée au sens philosophique, une essence. Ainsi, dans la voix de cette actrice, cette tragédienne qui s'appelle donc la Berma dans La Recherche du temps perdu, que le narrateur se rend applaudir à l'opéra, nous dit encore Proust, ne subsistait pas un seul déchet de matière inerte et réfractaire à l'esprit. Et l'erreur de Swann, dans le premier tome, pour qui la sonate de Vinteuil lui rappelait la femme tant aimée, Odette, aura été de n'être point capable de franchir l'étape d'une dématérialisation totale du signe sensible auquel parviendra le narrateur à la fin du temps retrouvé, le dernier tome, qui est en fait le premier dans la réalité du roman, car celui à partir duquel il aura redéplié toute l'histoire
du roman. Ainsi, dans les signes sensibles, qui sont immédiatement inférieurs aux signes de l'art, sans doute les deux impressions, la Madeleine et Combray, la présente et la passée, ont-elles déjà une seule et même qualité? Elles n'en sont pas moins matériellement encore deux. Cela signifie qu'à chaque fois qu'intervient la mémoire, et Proust insiste beaucoup là-dessus, même volontaire, l'explication des signes comporte encore quelque chose de matériel. Certes, un jalon supplémentaire a-t-il été posé et franchi dans l'ascension même des signes sensibles vers les signes de l'art, surtout lorsque ceux-ci font appel à l'imagination plutôt qu'à la mémoire, et alors se rapproche-t-on au plus près des signes de l'art et sans les atteindre tout à fait. Il s'agit juste du degré en dessous, mais il y a un élément rédhibitoire qui empêche de franchir le pas. Même l'imagination nécessite un volet matériel, et le signe n'en est pas entièrement dématérialisé, et le sens totalement spirituel. Ça va pas être facile de finir. Proust, à cette occasion, rappelle que toujours quelque chose lui fait imaginer autre chose. Mais quelle que soit l'importance de ce processus d'analogie avec l'art, l'art n'y trouve pas sa formule la plus profonde. En réalité, tant que nous découvrons le sens d'un signe dans autre chose, il y a nécessairement une forme de cloisonnement, et un peu de matière subsiste encore, rebelle à l'esprit, nous souligne-t-il. Au contraire, l'art nous donne la véritable unité d'un signe immatériel et d'un sens tout spirituel. Ça, c'est une phrase fondamentale. En conséquence, il faut nous poser la question: qu'est-ce qu'une essence telle qu'elle est révélée par l'œuvre d'art? La réponse est à la fois toute simple et sans doute très compliquée. C'est une différence, la différence ultime et absolue. C'est elle qui constitue l'être, qui nous fait concevoir l'être. C'est pourquoi l'art est seul capable de nous faire trouver ce que nous cherchons vainement dans le monde. C'est comme la présence d'une qualité dernière au cœur d'un sujet. Différence interne, différence qualitative dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel de chacun, nous livre encore Proust. Ça, c'est une phrase importante aussi. Nos seules fenêtres, nos seules portes sont spirituelles. Il n'y a d'intersubjectivité qu'artistique. Par l'art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit tel autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient sinon restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la Lune, nous confie de nouveau Marcel Proust. Autant il y a d'artistes originaux et autant nous voyons se déplier une infinité de mondes, et le fait de les apprécier nous fait aussi y participer. Comprendre une cantate de Bach, en effet, c'est être un petit peu du même bois que Bach, participer un minimum de son génie, et presque le temps de l'écoute et de sa magie, être au plus près de lui. Car l'artiste ne découvre son œuvre plus qu'il ne la crée. Et si l'on grossit démesurément le trait, le raisonnement, pour bien faire comprendre, on pourrait presque certifier non pas que l'artiste en question n'est pour rien dans son œuvre naturellement, mais qu'il en était juste l'occasion et qu'un autre l'aurait peut-être joué à sa place. Et d'ailleurs, si nous faisons une courte digression du domaine de l'art vers celui de la psychanalyse, il pourrait quasiment se soutenir que Freud a bien davantage découvert la psychanalyse qu'il ne l'a réellement créée. Disons qu'il l'a fondée. Car la psychanalyse existait avant lui en tant qu'essence, concept et même signifiant, ou bien en tant que réel, non encore symbolisé. Et si tout le monde peut s'accorder sur le génie de Freud et sur le fait aussi que la Vienne de 1900 était une occasion plus que parfaite de faire naître et développer la psychanalyse, il n'empêche que quelqu'un d'autre et à un autre moment aurait pu découvrir la discipline nouvelle en ses lieux et places si l'occasion était demeurée disponible ailleurs et en un autre temps. Pourtant, ce que nous allons dire tout de suite semble en contradiction apparente avec ce que l'on vient de mentionner, si l'on dit que l'art, en effet, n'existe jamais hors du sujet qu'il exprime. Mais la contradiction n'est qu'apparente, car l'art est exprimé comme essence, mais pas du sujet lui-même, mais de l'être. On se situe au niveau métaphysique, ou plus exactement de la région de l'être qui se révèle au sujet dans une déclinaison un peu identique à celle de la psychanalyse lorsque l'on constate la dichotomie du moi et du je.
Et de fait, l'essence est bien la qualité dernière au cœur du sujet. Mais cette qualité est plus profonde que le sujet, d'un autre ordre que lui, qualité inconnue d'un monde unique. Et ce n'est pas le sujet qui explique l'essence, c'est plutôt l'essence qui s'implique, qui s'enveloppe, qui s'enroule dans le sujet. L'essence n'est pas seulement individuelle, elle est individualisante, et mieux encore, elle est individuante. Elle crée autre chose. Cette distinction de l'essence et du sujet est d'autant plus importante que Proust, qui est quelqu'un de d'irreligieux, y voit tout de même la preuve possible de l'immortalité de l'âme, la seule preuve possible éventuelle de l'immortalité de l'âme, car il y a un mystère dernier dans la création de choses qui ne sont pas sur la terre. Il y a un mystère dernier dans l'art, car son essence est comme une captive divine. L'art intronise donc la seule et unique exception, le tout petit bout d'espérance qui rend la mort moins probable. La seule preuve, la seule chance, nous dit Proust, est esthétique. Aussi, deux questions sont-elles fondamentalement liées, la question de la réalité de l'art et celle de la réalité de l'éternité de l'âme. Car ce monde enveloppé de l'essence, celui de l'art, est toujours un commencement du monde en général, un commencement de l'univers, un commencement radical absolu. Et Proust écrit à ce sujet, citation, « D'abord le piano solitaire se plaignit comme un oiseau abandonné de sa compagne. Le violon l'entendit, puis répondit comme d'un arbre voisin. C'était comme au commencement du monde, comme s'il n'y avait encore eu que deux sur la terre, ou plutôt dans ce monde fermé à tout le reste, construit par la logique d'un créateur, et où il ne serait jamais que tous les deux, cette sonate. » Il fait allusion ici à la sonate de Vinteuil que Charles Swann, je l'ai dit, partageait avec Odette. Et pourtant, Swann ne saura pas aller au terme de sa signification. Avec l'art lui-même, nous retrouvons les lignes du temps, comme pour les trois autres catégories de signes. Car l'essence ainsi définie, c'est la naissance du temps lui-même. Certains platoniciens, néoplatoniciens plus exactement, se servent d'un mot profond pour décrire l'état originaire qui précède notre développement, tout déploiement, toute explication. Ils appellent cela la complication, qui enveloppe le multiple dans l'un et affirme l'un du multiple. On pourrait aussi, d'une certaine façon, encore une fois, l'appeler le réel. Et l'éternité ne leur semblait pas l'absence de changement, ou même le prolongement d'une existence sans limite, mais l'état compliqué du temps, si l'on veut, l'état compliqué du temps lui-même et en lui-même. L'état compliqué du temps, c'est un peu comme l'univers dans une tête d'épingle avant le Big Bang, si on veut trouver une métaphore scientifique actuelle. Car si nous cherchons maintenant cet état compliqué, on ne le trouve pas dans le monde, mais dans un état très précis, le sommeil. Le dormeur, écrit toujours Proust, tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Ainsi, même si l'angle d'approche est diamétralement non opposé mais différent, comment ne pas faire tout de même teinter le parallèle entre le sommeil de Proust qui tient compliqué l'ensemble des mondes et le rêve chez Freud, clé royale de l'ouverture vers l'inconscient, autrement dit de ce qui, là encore une fois, ne se trouve ni directement dans le monde et au monde, mais recrée comme une œuvre en mettant le nez à la place du pied, ou crée une personnalité originale à partir de 4 ou 5 personnages réels qui ne se connaissent souvent pas. Le temps retrouvé est donc ce temps profondément différent dans sa quintessence que l'on trouve apparier au signe de l'art. C'est un temps pur et on ne le confondra pas avec un autre temps retrouvé d'une nature plus matérielle, celui-ci, et qui est le temps que l'on retrouve, celui des signes sensibles. Car tout compte fait, le temps des signes sensibles est seulement un temps que l'on retrouve au sein même du temps perdu, tandis que le temps retrouvé est un temps entièrement nouveau, qui est totalement créateur, là où le temps que l'on retrouve mobilise toutes les ressources de la mémoire involontaire et même de l'imagination, et nous donne une simple image de l'éternité, une fraction de seconde, pour la simple et bonne raison qu'il nous serait impossible pour nous de survivre plus de quelques instants à cette juxtaposition réelle du passé et du présent,
à un cataclysme du temps que l'on retrouve par rapport à la sérénité d'un temps retrouvé, tant l'affect en serait démesuré, incommensurable. Mais l'art, pour sa part, et comme le sommeil, se trouve déjà au-delà de la mémoire. Il fait appel à la pensée pure comme faculté des essences. Ce que l'art nous fait retrouver, c'est le temps tel qu'il est enroulé dans l'essence, identique à l'éternité, compliqué au sens néoplatonicien. L'extratemporel de Proust, c'est ce temps à l'état de naissance, et c'est le sujet artiste qui le retrouve et l'éprouve. C'est pour ça, en toute rigueur, il n'y a que l'œuvre d'art qui nous fasse retrouver le temps dans sa durée pure, et c'est un oxymore suspendu dans l'éternité. L'œuvre d'art est le seul moyen de retrouver le temps perdu. Elle porte les signes les plus hauts, dont le sens est situé dans une complication primordiale, une éternité véritable, un temps originel absolu. Combray, pour reprendre cet exemple, mais pas, ou plutôt plus le Combray de la Madeleine que l'on trempe dans la tasse de thé, mais un Combray tel qu'il n'a jamais existé et qui existe pourtant bel et bien par le simple fait que l'on en ait l'idée, Combray qui s'appelait d'ailleurs Illier dans la réalité, mais auquel depuis, en hommage à Proust, on a accolé à celui du temps perdu, le nom du temps retrouvé, et qui est devenu Illier-Combray. Alors pour en terminer sur cette seconde partie, posons-nous la question de savoir précisément comment l'essence s'incarne dans l'œuvre d'art. Pour répondre à cette question, nous devons mentionner que le vrai thème d'une œuvre n'est pas le sujet traité, sujet conscient et voulu, qui se confond avec ce que les mots désignent, mais les thèmes inconscients, nous affirme Deleuze. Peut-on ici encore faire une référence plus directe et explicite à la psychanalyse. Les archétypes involontaires ou les mots, mais aussi les couleurs et les sons prennent leur sens et leur vie. L'art de tout premier plan, bien sûr, constitue une véritable transmutation de la matière. Et ce traitement de la matière ne fait qu'un avec le style. En même temps que l'essence s'incarne dans une matière, la qualité ultime qui la façonne s'exprime donc comme la qualité commune à deux objets différents, pétris et réunis dans cette matière lumineuse plongée dans un milieu réfractant. C'est en cela que consiste le style de l'écrivain, du musicien, du peintre et autres. Il y a métaphore, mais la métaphore est essentiellement métamorphose et indique, comme dans un rêve, comment les deux objets échangent leur détermination, échangent même le nom qui les désigne dans le milieu nouveau qui leur confère la qualité commune. Ainsi, dans les tableaux d'Elstir, l'artiste peintre de la recherche, où la mer devient terre, la terre mer, où la ville n'est désignée, où la mer n'est désignée que par des termes marins, et l'eau par des termes urbains. C'est que le style, pour spiritualiser la matière et la rendre adéquate à l'essence, reproduit l'instable opposition, revient à cette fameuse complication originelle, la lutte et l'échange des éléments primordiaux qui constituaient l'essence elle-même. Et l'on retourne à ce que l'on suggérait précédemment, le style n'est pas l'homme, c'est l'essence elle-même. L'essence n'est pas seulement particulière, individuelle, mais individualisante, mieux, elle est individuante. Et nous pourrions ajouter que le style est le seul signifiant valide de cette possibilité d'éternité. Alors, en conclusion, la question qu'on se pose, la recherche du temps perdu, peut-il être considéré comme un laboratoire de la psychanalyse, en quelque sorte? Tout comme Gilles Deleuze dans son ouvrage Proust et les signes, nous devons nous demander en quoi consiste l'unité de la recherche du temps perdu. Ce qui apparaît évident à l'analyse que nous venons de tenter est que si elle se place à la confluence des différentes modélisations des signes et catégorisation des lignes du temps, l'œuvre de Proust doit être prise au sens fort comme une recherche de la vérité. L'essentiel de la recherche, ce n'est pas même la mémoire et le temps, contrairement aux idées reçues, mais le signe et la vérité. L'essentiel n'est pas de se souvenir, mais d'apprendre. Si elle s'appelle recherche du temps perdu, c'est seulement dans la mesure où la vérité a un rapport essentiel avec le temps. Aussi bien en amour que dans la nature ou dans l'art, il ne s'agit pas de plaisir mais de vérité.
Encore faut-il comprendre comment Proust définit sa propre recherche de la vérité et comment il l'oppose à d'autres recherches scientifiques ou philosophiques. Qui cherche la vérité? Et que veut-il dire celui qui dit « je veux la vérité » Proust, autre point implicite commun avec la psychanalyse, ne croit pas que l'homme, ni même un esprit supposé pur, ait naturellement un désir du vrai, une volonté de vérité. Nous ne cherchons la vérité que quand nous sommes déterminés à le faire en fonction d'une situation concrète. Il y a toujours la violence d'un signe qui nous force à chercher, qui nous ôte la paix. La vérité, écrit Proust dans Le Côté de Guermantes, ne se trouve pas par affinité, ne se trouve pas non plus par bonne volonté, mais se trahit à des signes involontaires. Et, à cet égard, le tort de la philosophie, pour lui, c'est de présupposer en nous une bonne volonté de penser, un désir et un amour naturel du vrai. Aussi, la philosophie n'arrive-t-elle qu'à des vérités abstraites qui ne compromettent personne et ne bouleversent pas. Les idées formées par l'intelligence n'ont qu'une vérité logique, une vérité possible. Leur élection est arbitraire, ajoute-t-il dans Le Temps retrouvé. Elles restent gratuites parce qu'elles sont nées de l'intelligence qui ne leur confère qu'une possibilité et non pas d'une rencontre ou d'une violence qui garantirait leur authenticité. Les idées de l'intelligence ne valent que par leur signification explicite, donc conventionnelle. C'est pourquoi, à l'idée de méthode philosophique, Proust oppose la double idée de contrainte et de hasard, qui, et là c'est nous qui le soulignons, pourrait être aussi celle de la séance analytique. La vérité dépend d'une rencontre avec quelque chose qui nous force à penser, à poser, à chercher le vrai. Le hasard des rencontres, la pression des contraintes sont les deux thèmes fondamentaux de Proust, auxquels nous en ajouterons un troisième thème, la faculté de la libre association. Chercher la vérité, c'est interpréter, déchiffrer, expliquer et ajouterons-nous encore associer. On ne sait jamais comment quelqu'un apprend, mais de quelque manière qu'il apprenne, c'est toujours par l'intermédiaire de signes, en perdant son temps, et non par l'assimilation de contenus objectifs, et par la libération des signifiants primordiaux qui font emprise sur nous et nous aliènent. Proust nous parle à ce sujet de la limitation des vérités proprement intellectuelles. Elle manque de nécessité, c'est une phrase très importante chez lui. À cette observation, nous ne résisterons pas de citer cet aphorisme célèbre de Lacan, « Hâtez-vous de ne pas comprendre ». Tout pour Proust repose sur la découverte de lois qui sont les lois de la mondanité, les lois de l'amour, et conclurons-nous, les lois de l'inconscient. C'est pourquoi Proust nous révèle en vérité que dans la compréhension, et contrairement à la philosophie, mais communément à la psychanalyse, pour pouvoir en retirer un quelconque bénéfice, le temps de l'intelligence, pour parvenir à son acmé dans l'œuvre d'art, doit intervenir après, et par déduction, et non en préambule ou en hypothèse, tout comme d'une autre manière, mais finalement pas très éloignée, il parvient également à son fait dans le dénouement satisfaisant d'une analyse. Proust nous dit qu'il faut renoncer à la croyance d'une réalité extérieure. Et finalement, et j'en terminerai par là, la psychanalyse nous enseigne-t-elle finalement autre chose? Voilà, j'ai terminé. Bravo. C'était un peu dense, mais... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors avant que les questions n'adviennent, si elles adviennent, je voulais te remercier pour ton travail. C'est un travail considérable, je le sais. Et c'est un travail unique, extrêmement original, parce que je ne crois pas qu'il ait été fait. En tout cas, j'en ai pas notion. Je suis tout de même beaucoup inspiré. Oui, d'accord, mais il n'y a que ça. Et donc, ton travail à ce titre est unique.
Et je pense que très pragmatiquement, il serait bien qu'on puisse en avoir chacun un exemplaire. C'est faisable. Hein, et je crois que l'association pourrait se charger de le dupliquer pour qu'on puisse en donner un exemplaire à chacun. Parce que c'est vrai, la densité est telle que ça serait bien de pouvoir le reprendre tranquillement. Ah oui, oui. Chacun pour soi. J'étais obligé d'aller à un timing. Oui, mais tu l'as tenu. Hein. Tu l'as tenu. Autrement, je voulais faire une petite remarque. Donc la recherche du temps perdu, ça se situe pendant le temps de la Troisième République, Oui. c'est-à-dire effectivement à la fin de la guerre avec les Prussiens, là, Oui, c'est ça. 1871 par là. Début des années 1880. Ouais, avec Thiers et puis la Troisième République qui se termine avec Pétain, que évidemment Proust n'a pas connu. C'est important ce que tu dis, Ouais. elle n'est pas contemporaine à l'écriture du roman. Ouais. Non, voilà exactement. C'était 30 ans avant. Oui. Et donc, Sauf à la fin, sauf dans le temps. sauf dans le temps retrouvé. Ouais. Et donc moi, comme j'ai pas eu le temps de le relire en entier, c'est vrai que c'était pas faisable. J'ai relu donc du côté de chez Swann et Un amour de Swann, bien sûr, forcément, puisque c'est dedans. Et puis Le temps retrouvé. Et ça m'a fait cette impression que je t'ai un peu indiqué dans le couloir, à savoir d'une certaine tristesse dans Le temps retrouvé, Ouais. une certaine mélancolie. Parce que du côté de chez Swann, il y a des intrigues amoureuses, il y a les souvenirs, il y a tout un tas de choses. Il y a son enfance à Combray, qui s'appelle Ilié, comme tu dis maintenant. Et donc, oui, c'est ça, il y a quelque chose de vivant et d'heureux. Alors que dans Le temps retrouvé, les personnages deviennent un peu des effigies, un peu palottes et vieillissantes, et un peu tristounettes, et qui ne parlent plus beaucoup d'ailleurs. Les clivages dont tu parlais, effectivement, entre les différentes sociétés, à savoir la société aristocratique et puis l'autre, on les voit très bien chez Proust, et on les voit très bien dans ces deux extrêmes, dans ces deux opus extrêmes-là. Par des exemples, hein, on voit que par exemple Charles Swann, dont tu as parlé, qui est un personnage quand même assez central dans cette œuvre, tente de séduire Odette de Crécy par tous les moyens possibles et imaginables, et en fait il n'y parvient pas. Il se mariera finalement Avec quelqu'un d'autre. avec quelqu'un d'autre, avec le duc de Guermantes. Voilà, mais il ne parviendra pas à séduire véritablement Odette de Crécy, qui, elle, n'est pas considérée comme étant dans le sérail aristocratique. Elle est considérée comme une demi-mondaine, une coquette un peu, de la belle époque, quoi, hein, de la Troisième République. Donc Charles Swann échoue à passer du côté, parce que lui est plutôt considéré comme dans le monde des aristocrates, lui. Oui. Et il échoue à passer du monde des aristocrates au monde des demi-mondaines et des coquettes, envers Odette de Crécy. Et il échoue surtout à la faire venir dans son monde à lui. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est la nuance, oui, qui est importante, oui. En tout cas, leur amour se barre en couille, si je puis dire. Oui. Hein, et donc, et d'un autre côté, il y a une petite servante qui s'appelle Françoise, je crois, il me semble, qui, elle, tente par une espèce de crise d'hystérie à un moment donné, de souffrance somatique, d'alerter sa maîtresse. Je ne sais plus si c'est Madame Verdurin ou je ne sais pas si c'est une autre, je ne sais plus. Je ne sais plus dans quelle maison elle est. En tout cas, elle est dans une maison aristocratique. Et par sa crise d'hystérie, et tu en as parlé tout à l'heure, hein, elle essaye de faire parler son corps, peut-être pour rejoindre un petit peu, ou se faire voir de ce monde aristocratique, et elle n'y parvient pas non plus. Donc il y a une espèce de deux échecs croisés là, de Charles Swann vers Odette de Crécy, et de Françoise vers Madame Verdurin peut-être, où les choses ne se rejoignent pas, parce qu'effectivement, le monde des significations, construit par Proust là-dedans, clive complètement ces mondes-là, et ne permet pas les interpénétrations de ces mondes-là. Ça ne permet pas les interpénétrations des mondes, mais quand même, à la fin du temps retrouvé, c'est le cas. Mais c'est plus fort que ça, c'est-à-dire c'est la mort d'un monde tout entier. Oui. C'est la mort d'un monde tout entier. Mais le côté tristounet du temps retrouvé, oui, évidemment, l'épisode final du bal des têtes, où il revoit tous ces gens qui ont vieilli, qui sont plus ou moins infirmes, décatis, qui ne reconnaissent pas, c'est épouvantable. Mais il est quand même transcendé par le sens de son œuvre qu'il a trouvé à ce moment-là, et qui va faire redévelopper tout ce monde-là. Il va le faire revenir, il va le faire revivre par l'œuvre d'art. Il est mort dans la réalité où
C'est vrai. physique, presque mort, mais il va le ressusciter tout entier. Et c'est un cadeau extraordinaire qu'il leur donne. Oui. Et unique. C'est vrai. Mais pour autant, ces personnages-là, dans le temps retrouvé, dans leur espèce de pâleur de la vieillesse, le côté lisse, affadi, et ils deviennent un peu des signifiants parce que finalement toute leur enluminure des salons, par exemple, des salons où on parlait de cette époque-là, aristocratique, eh bien elles en sont dépenaillées. Ça leur tombe. Quand j'ai... C'est pas histoire d'en rajouter pour en rajouter, mais quand j'ai pensé à la lecture de la fin du temps retrouvé, on pense effectivement aux signifiants des personnages. Ils sont vraiment campés par un trait. C'est ça. Ils sont glacés dans leur vieillesse et leurs oripeaux ne sont plus là. C'est ça. Oui. Charlus, qui avait la verve incroyable pendant tout le temps de la recherche, il n'est plus que l'ombre de lui-même à la fin du temps retrouvé. Donc on rejoint finalement à la fin la vacuité qui était celle décrite dans les signes mondains. Tout à fait. Mais cette vacuité prise en charge par l'art redevient quelque chose. Et tu as parlé de l'homosexualité. Tu n'as pas parlé de Reynaldo Hahn, qui était finalement un amoureux de Proust, je crois, à une époque. Dans la réalité, oui. Dans la réalité, oui. Il était un peu jaloux d'ailleurs, Reynaldo Hahn, que Proust ait un tel succès que lui n'en ait pas beaucoup, parce qu'on l'entend pas très souvent. On l'entend quelquefois, ça arrive. C'est rare. On l'entend pas très souvent. Et il était un peu jaloux de Proust, oui. Et la petite sonate dont on parle, c'est pas de Reynaldo Hahn, on ne sait pas de qui c'est, je crois. Je crois qu'il s'est inspiré, Vinteuil c'est une invention évidemment, je crois qu'il s'est inspiré de César Franck. Il s'est beaucoup inspiré de César Franck, il aimait beaucoup César Franck, il faisait venir l'orchestre, tout le matos, on dirait aujourd'hui, de César Franck pour jouer chez lui. Et il était, je crois que ça vient de César Franck surtout. Il avait des goûtures. Mais qu'est-ce qu'il devient, Charles Swann? Je ne me rappelle plus. Comment? Qu'est-ce qu'il devient, Charles Swann? Je ne me rappelle plus. Il finit par mourir et de maladie. Ah oui. D'ailleurs, il y a un épisode très fort dont je peux parler 2 minutes à ce moment-là. C'est Charles Swann confie au narrateur, donc à Proust, si on veut, qu'il va mourir et il y a le duc de Guermantes qui à ce moment-là se rend une soirée avec sa femme et il entend Charles Swann qui dit au narrateur qu'il va mourir. Et Charles Swann dit mais non, vous n'allez pas mourir, vous faites des idées, etc. Et en réalité, il s'en fiche complètement et il y a une scène, c'est une des scènes les plus fortes de toute la recherche du temps perdu. Elle est difficile à décrire, il faut la lire. C'est d'un côté, on a Charles Swann qui dit au narrateur qu'il le croit qu'il va mourir, et d'un autre côté, le duc de Guermantes qui décide de ne pas le croire parce que ça l'arrange et qui dit à sa femme mais nous allons sortir là, vous ne pouvez pas mettre vos escarpins noirs, il faut changer, aller chercher des escarpins rouges. Donc il se polarise sur quelque chose de la mondanité, une nouvelle fois, le vide, la vacuité. Il n'est même pas capable de prendre en compte la mort de Charles Swann, qui est tout de même son ami. Oui. Et c'est un moment très, très fort de la recherche. Il meurt à peu près, je ne sais plus dans quel tome, mais je sais pas. Au milieu à peu près. Alors j'ai pas parlé du tout d'un personnage important qui s'appelle Saint-Loup, j'ai pas parlé je pouvais pas attaquer le sujet sous tous les angles, donc c'était pas possible. Ouais, tu as évoqué le docteur Cottard, qui est presque un comique là-dedans, un peu. Oui, un peu. Parce qu'on se moque un peu de lui tout le temps là-dedans, il est un peu raillé, quoi. Parce qu'il n'est pas du sérail. Oui, c'est ça, oui. On lui dit toujours qu'il est un très grand docteur, mais en même temps, il n'est pas aristocrate. Donc ça, oui, c'est pas donc ça va pas. Il ne sait pas y faire, oui.
Il y en a d'autres qui ne savent pas y faire. Il y a un personnage qui s'appelle Samiette, qui est un peu ridicule aussi, qui est un peu le souffre-douleur des autres. Parce que dans ces salons, on a du mal à se représenter aujourd'hui, mais il y avait chacun avait un rôle finalement. Il y avait le souffre-douleur était un rôle à part entière. Et ce fameux personnage de Samiette a longtemps tenu le rôle de souffre-douleur dans l'œuvre. Ça le rend sympathique d'ailleurs, ça le rend extraordinairement sympathique. Je ne crois pas que c'est un monde que ça m'a perdu. Ça me fait penser au film La Dédination, puis dans notre communautarisme actuel, je crois que c'est pas... Oui, on peut l'adapter aujourd'hui, c'est sûr. On peut l'adapter d'une certaine manière aujourd'hui, mais il y a tout... On n'a pas l'impression que c'est quelque chose de mort et de perdu. J'ai l'impression tout de même qu'il y a quelque chose de perdu par rapport à la puissance de la mondanité qui n'a pas l'air d'être tout à fait aussi forte aujourd'hui. Et puis la culture aussi, qui était la leur, je ne sais pas si elle est vraiment encore à ce niveau aujourd'hui. Elle n'a pas la même forme en tout cas. Pas la même forme. Oui. Non, pas du tout. Quand on parle, je ne sais pas, dans l'expression, quand on parle de gens qui sont pluralistes partout, il y a quand même, de par leur éducation. Oui, vous avez raison. Aristocratique, c'est aussi de par leur éducation. Donc je pense que ça existe quand même. Oui, vous avez raison, il y a des accointances. Oui. Il me semble. Oui, mais ça a peut-être moins d'impact. Et on dit toujours que le monde de Proust est mort avec la fin de la Première Guerre mondiale. C'est vrai. C'est vrai. Et que ce monde-là, alors il survit, mais peut-être avec beaucoup moins d'éclat. Oui. Et d'autres formes. Et sous d'autres formes. Ah oui. Ils mâchent du chewing-gum, ils vont à McDo. Ce langage codé, moi je crois que ça peut être encore très présent maintenant. Parce que Oui, non, mais on se reconnaît entre vous avez raison en même temps. Il y a une sorte de... Et le bouquin qui a été écrit par un sociologue qui dit quand même, moi je pense que ça existe dans plein d'autres milieux, mais qui dit quand même que le ghetto le plus fermé, c'est quand même le ghetto d'un certain monde, mais moi je crois qu'il y en a plein d'autres qui sont un peu ghettoisés. En tout cas, celui-là, on en parle très peu. C'est Pinson, je crois, c'est un des rares livres écrits, parce qu'on parle beaucoup du ghetto des banlieues, ça fait. Mais ce monde-là, on en parle moins, alors que c'est finalement le plus fermé. Mais à l'époque, c'était de par leur naissance que les gens avaient le mépris de classe. Oui. Alors que maintenant, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu de par leur naissance dans un certain nombre d'économies. Ou c'est de leur par leur naissance intellectuelle, souvent. Intellectuelle ou économique. Et un peu économique. Mais c'est moins marqué quand même qu'à l'époque, que pendant la Troisième République, que pendant la Belle Époque. Un peu moins marqué. Mais en fait, vous n'avez pas tort, hein, c'est juste, c'est vrai ce que vous dites. On va devoir s'arrêter là parce qu'on a dépassé l'horaire. Merci Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup.